Dans une première vidéo, nous avons vu que la biodiversité pouvait être définie à différentes échelles. Nous allons voir aujourd'hui comment est-ce qu'elle évolue dans le temps et quels sont les phénomènes qui expliquent cette évolution. Si nous nous plaçons dans la région de Montpellier, voilà la biodiversité que nous observons actuellement. Mais il y a moins 72 millions d'années, on apercevait des espèces complètement différentes. Comment pouvons-nous avoir accès à cette biodiversité du passé? Vous connaissez tous le tyrannosaure, et pourtant vous n'en avez jamais vu. Nous savons qu'il existe car nous en avons retrouvé des fossiles. Les fossiles sont des restes d'êtres vivants qu'on retrouve dans des strates sédimentaires. Rappelez-vous ce que nous avons vu en début d'année sur la sédimentation. Les particules minérales tombent au fond du milieu de sédimentation et forment des strates successives. Si un animal meurt au moment de cette sédimentation, son cadavre, son squelette peut être conservé, ses traces peuvent être conservées, et on les retrouvera sous forme de fossiles. Les fossiles de dinosaures sont particulièrement spectaculaires, mais pour des datations, des fossiles plus petits, comme par exemple des fossiles planctoniques, sont également très intéressants. Si on s'intéresse à l'échelle des temps géologiques, de aujourd'hui jusqu'à moins 540 millions d'années, c'est-à-dire à peu près la période qui s'est écoulée depuis qu'il y a des êtres vivants sur Terre, nous pouvons observer différentes périodes, ère primaire, secondaire ou tertiaire. Et nous sommes aujourd'hui dans l'ère quaternaire. Nous allons nous focaliser sur le passage entre l'ère secondaire et l'ère tertiaire, c'est-à-dire entre le Crétacé et l'ère tertiaire. En s'intéressant au profil géologique, c'est-à-dire aux roches de cette époque, et aux microfossiles qu'elles contiennent, on remarque que pendant l'ère du Maastrichtien, c'est-à-dire la fin du Crétacé, les fossiles d'organismes planctoniques appartiennent principalement à deux espèces, les hétérohelix et les Globotrincana. Mais quelques millions d'années plus tard, dans l'ère du Danien, on observe toujours des hétérohelix, mais les Globotrincana ont disparu. À la place, on observe un nouveau fossile, les fossiles des globigérines. Ce qui signifie qu'entre ces deux périodes, il y a eu disparition d'une espèce, les Globotrincana, et apparition d'une nouvelle espèce, les globigérines. Entre le Maastrichtien et le Danien a donc eu lieu un événement géologique qu'on appelle une crise biologique. Une crise biologique, c'est la modification rapide, enfin rapide à l'échelle des temps géologiques, de la biodiversité, qui engendre à la fois la disparition de nombreuses espèces, mais la diversification d'autres espèces. On se rend compte particulièrement des crises géologiques quand on s'intéresse au nombre de familles ou au nombre d'espèces à l'intérieur de certains organismes. Ici, par exemple, les organismes marins. On voit que leur nombre augmente depuis 540 millions d'années, mais ce nombre a connu des variations profondes. Ces variations sont justement les crises biologiques. On remarque qu'elles sont marquées par une diminution brutale, disparition d'espèces, puis une augmentation rapide du nombre de familles. C'est cette augmentation qu'on appelle la diversification des espèces. La diversification, c'est l'augmentation rapide du nombre d'espèces dans une même famille d'êtres vivants. Si on représente ici les vertébrés avec la quantité de familles, on observe les extinctions, par exemple ici entre le Crétacé et le Tertiaire, la disparition d'une partie des reptiles, les dinosaures, et la diversification, après cette crise, de nombreuses autres espèces comme les poissons, les oiseaux ou les mammifères. La Terre a connu de nombreuses crises biologiques. Deux sont à votre programme. La cinquième, qu'on appelle la crise Crétacé-Tertiaire, qui a eu lieu il y a 66 millions d'années, et qui a vu la disparition notamment des dinosaures suite à l'arrivée d'une météorite sur Terre, dans la région du Mexique, et également la sixième extinction de masse, qui a lieu de nos jours depuis l'arrivée de l'homme. Cette extinction est due aux activités humaines, pas seulement actuelles, pas seulement liées au réchauffement climatique, mais déjà, dès la préhistoire, l'homme avait eu un impact sur la biodiversité avec l'extinction d'espèces comme les mammouths ou par exemple les fauves du bassin méditerranéen. Une crise biologique, c'est donc extinction d'espèces plus apparition de nouvelles espèces. Comment apparaissent de nouvelles espèces? Les scientifiques ont proposé un modèle qu'on peut appliquer notamment au cas des moustiques du métro de Londres. Les moustiques de Londres se répartissent en deux catégories.
À la surface, on a une forme qui a besoin d'espace pour s'accoupler, qui attaque principalement les oiseaux et qui fait une pause l'hiver. Mais à l'intérieur des couloirs du métro, on a des moustiques d'une autre forme. Eux vivent tout le temps sous la surface, dans les couloirs du métro, s'accouplent en lieu confiné, piquent principalement les mammifères, notamment les rats, et ne fait pas de pause hivernale, n'hiberne pas. Ces deux formes, si on essaye de les faire se reproduire en laboratoire, ne parviennent pas à s'accoupler ou avoir de descendance. On peut donc dire qu'on a deux espèces qui sont différentes. Et les scientifiques ont essayé de comprendre comment s'étaient formées ces deux espèces, et notamment comment s'est formée l'espèce qui vit dans le métro. À la base, on avait certainement des moustiques uniquement à la surface. Puis, lorsque le métro a été construit, une partie de ces moustiques s'est retrouvée dans les couloirs du métro, a été piégée à l'intérieur et n'a pas pu en ressortir. On avait donc deux populations séparées par une barrière physique. Cette barrière physique empêchait dans la réalité les échanges. Mais en laboratoire, la reproduction était toujours possible. On avait toujours affaire à une seule espèce. Au cours du temps, les générations de moustiques se sont succédées. Et peu à peu, on a observé que les moustiques du métro différaient des moustiques de la surface, à tel point que même en laboratoire, la reproduction n'était pas possible. On avait donc deux espèces différentes. L'espèce du métro était donc une nouvelle espèce qui est apparue. On appelle ce processus une spéciation, une apparition d'une nouvelle espèce. En résumé, comment se crée une nouvelle espèce? Eh bien toujours à partir d'une première espèce, d'une espèce déjà existante, qui vit en un endroit et forme une population. Puis cette population va se retrouver séparée en deux, avec isolement d'une partie de la population, par une barrière physique. Cette barrière physique engendre l'arrêt de la reproduction entre les deux populations. On a une seule espèce, parce que la reproduction serait encore techniquement possible, mais deux populations séparées. Après un certain temps, ces populations vont évoluer. Comme elles sont séparées, elles vont évoluer séparément, jusqu'à aboutir à des changements tels qu'elles se retrouvent dans l'incapacité totale de se reproduire, même en laboratoire. On a donc affaire ici à deux espèces différentes. Ça signifie que l'espèce A de la population 1 a évolué pour former une nouvelle espèce, l'espèce B. Mais pourquoi une espèce évolue-t-elle au cours du temps? C'est ce qu'on va essayer de comprendre comment les espèces vont évoluer, sous l'effet de quel mécanisme. Le premier mécanisme, c'est naturellement l'apparition de mutations sur les gènes qui vont permettre de créer notamment de nouveaux allèles. Imaginons une population de lapins dont les allèles pour la couleur du pelage sont uniquement bruns et blancs. Au bout d'un certain nombre de générations, on peut peut-être avoir l'apparition d'un nouvel allèle, par exemple pelage noir, qui n'était pas présent au départ. On a donc création de nouveaux allèles, augmentation de la diversité génétique, c'est bien une évolution de la population. Mais parfois, une population peut évoluer génétiquement sans même qu'il y ait apparition de nouveaux allèles. Par exemple, ici, nous avons une population où on a à peu près autant de lapins bruns que de lapins blancs. Et on peut imaginer que plusieurs générations plus tard, on se retrouve avec des fréquences alléliques complètement modifiées et avec 3/4 de lapins bruns pour 1/4 seulement de lapins blancs. Ici, on aura donc une évolution des fréquences alléliques qui montre bien une évolution génétique des populations. Comment est-ce que peut se produire cette fréquence allélique? Qu'est-ce qui peut se passer? Pourquoi est-ce qu'on peut avoir certains allèles qui vont augmenter en termes de fréquence et d'autres allèles qui vont diminuer? Tout d'abord, il est important de bien comprendre quelque chose. Quand on dit qu'on a une évolution des fréquences alléliques, cela ne veut pas dire du tout que un lapin blanc est devenu un lapin brun. C'est absolument impossible. Si la couleur du pelage est déterminée par les gènes, un individu ne peut pas voir ses gènes se modifier. Et donc, un individu blanc ne peut pas devenir brun, même si ça l'arrangerait. Il s'agit donc d'un autre mécanisme. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que dans la population initiale, les lapins bruns sont présents et ils vont beaucoup se reproduire. Ils vont avoir beaucoup de descendants. Et donc, l'allèle brun va avoir une augmentation de sa fréquence allélique. A contrario, les lapins blancs, eux, vont plutôt moins se reproduire. Et donc, la fréquence de l'allèle blanc dans la population finale va diminuer. Donc, qu'est-ce qui explique que certains allèles vont augmenter en fréquence et d'autres vont diminuer?
Eh bien, c'est tout simplement que certains individus se reproduisent plus que d'autres. En se reproduisant plus que d'autres, ils vont plus transmettre leurs allèles, ils vont transmettre leurs allèles à un plus grand nombre de descendants, et donc la fréquence de ces allèles va augmenter. Mais qu'est-ce qui permet d'expliquer que certains animaux vont plus se reproduire que d'autres et mieux transmettre leurs allèles? On peut voir une première explication en se disant que peut-être l'allèle brun va apporter un avantage qui explique que les lapins bruns se reproduisent mieux. Ou alors au contraire que l'allèle blanc va représenter un handicap, ce qui expliquerait que les lapins blancs se reproduisent moins bien. Ce phénomène est appelé sélection naturelle et il a été édifié par Charles Darwin. C'est ce phénomène que vous avez étudié dans l'EDM concernant la phalène du bouleau, ce petit papillon qui peut être présent sous deux formes, à l'aile noire ou à l'aile blanc. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sur les bouleaux à tronc blanc, les papillons blancs sont bien camouflés, alors que les papillons noirs se voient. S'ils se voient, ils vont être facilement mangés. Tout comme les papillons blancs qui se posent sur les bouleaux à tronc noir, rendus noirs par la suie des fumées de l'ère industrielle. Donc ici, on va avoir sur les troncs blancs les populations de papillons noirs qui vont être beaucoup mangées. Comme elles seront beaucoup mangées, elles ne vont pas beaucoup se reproduire. Et donc l'allèle noir va être moins transmis à la génération suivante. Et peu à peu, l'allèle blanc sera dominant. À la différence dans les zones industrielles, l'allèle noir va permettre un bon camouflage, l'allèle blanc va être plus facilement mangé par les oiseaux, et donc les papillons blancs se reproduiront moins, puisqu'on va être mangés, et il y aura de moins en moins de papillons blancs. On voit que dans cette sélection naturelle, on a une dépendance de l'environnement. Et si l'environnement change, comme par exemple ici la couleur du tronc des bouleaux, on peut avoir un changement d'allèle avantageux. Donc ça, c'est le premier mécanisme, un allèle qui peut être avantageux ou pas avantageux, et donc influer sur la génération suivante. Mais on peut imaginer un mécanisme différent, où là, si les lapins bruns se sont plus reproduits, c'est uniquement dû au hasard. Alors ça peut paraître un peu particulier, mais le hasard a un vrai rôle en science et notamment dans l'évolution génétique des populations. On appelle l'effet du hasard la dérive génétique. On va essayer de comprendre. La dérive génétique, c'est le fait que si les lapins bruns se reproduisent plus, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas un allèle qui soit plus avantageux, c'est simplement le hasard. Et le hasard va faire évoluer les fréquences alléliques. Donc on va avoir notre population initiale de lapins bruns et lapins blancs de même fréquence allélique, qui vont pouvoir être séparés en deux populations différentes, toujours pour l'instant avec les mêmes fréquences. Mais au cours du temps, au bout d'un grand nombre de générations, chaque population va avoir la sélection naturelle qui va être exercée, mais également aussi la dérive génétique. Les deux phénomènes ont lieu en même temps. Et au bout d'un grand nombre de générations, on peut avoir du coup des différences génétiques qui deviennent très importantes avec des fréquences alléliques complètement différentes, et ces différences qui peuvent conduire à l'apparition de deux espèces différentes. Que retenir donc de cette vidéo? Que la biodiversité évolue dans le temps, qu'elle a connu de nombreuses crises, dont deux sont à votre programme, la crise Crétacé-Tertiaire et la crise actuelle. Que des espèces peuvent apparaître et que la création de nouvelles espèces se fait à partir d'espèces existantes auparavant qui vont évoluer génétiquement. Que cette évolution génétique peut être due à l'apparition de mutations, qui va créer de nouveaux allèles, mais aussi à la variation de fréquences d'allèles qui sont déjà existants. Cette variation peut être expliquée par deux mécanismes. Tout d'abord, la sélection naturelle, où certains allèles peuvent être plus favorables dans un certain environnement que d'autres, mais également par le rôle du hasard, ce hasard qui conduit au mécanisme qu'on appelle la dérive génétique.